Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. Plusieurs grands projets annoncés ce mercredi en Conseil des ministres. La réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retient notamment la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous et la construction d'une grande centrale solaire à Korogo. Invisible, une série télévisée qui traite des réalités de la société ivoirienne. Une série qui traite en particulier du phénomène des microbes. Elle a été présentée hier 23 octobre au Cinéma Majestic. C'était en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et des membres du gouvernement. Le numérique pourrait jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources internes, cela pour soutenir le financement des politiques de développement des pays africains. En Côte d'Ivoire, en tout cas, ce sont 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA qui circulent chaque jour à travers le mobile money. Nous en parlerons dans une poignée de minutes. Mais avant, je vous le disais tantôt, Conseil des ministres ce matin au Palais de la Présidence, plusieurs grands projets annoncés. Et ce mercredi donc, à ce Conseil des ministres, la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On retient notamment la création d'un fonds pour le programme Électricité pour tous, la construction d'une grande centrale solaire à Korogo et l'instauration désormais du service civique pour les jeunes. Et c'est avec Viviane Aïben qu'on fait le point. Le gouvernement ivoirien fait du social à travers son programme Électricité pour tous, initié en 2014 et qui a permis à des centaines de ménages à petits revenus d'avoir leur branchement au réseau électrique au coût de 1 000 francs seulement au lieu de 150 000 francs. Sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil des ministres, ce mercredi 24 octobre, a décidé de poursuivre ce programme en créant un fonds qui servira à son financement. C'est une des promesses du chef de l'État qui était de rendre accessible l'énergie aux plus défavorisés et même à toute la société ivoirienne pour le moindre coût. Et c'est une initiative dans laquelle nous fondons énormément d'espoir. Et d'ailleurs, les partenaires techniques au développement nous y attendent parce qu'ils sont prêts à nous accompagner. Vous avez la Banque mondiale, vous avez la BAD et même l'AFD qui se signalent pour venir abonder le fonds qui se met en place pour pouvoir aider les plus défavorisés de notre écosystème ivoirien. S'agissant de la production de l'électricité, les ambitions du gouvernement sont grandes et de ce fait, les sources de production sont variées. À côté de l'électricité thermique produite par Azito, et l'hydroélectricité produite par les différents barrages, dont le plus grand est le barrage de Soubré, le Conseil des ministres de ce 24 octobre vient de décider aussi la construction d'une grande centrale solaire à Korogo. C'est 66 mégawatts de puissance installée. Ce sera environ 118 gigawatts de production d'électricité, sans oublier que l'investissement coûtera environ 47,24 milliards de francs CFA et permettrait de rendre disponible cette électricité pour un coût modique d'environ 47,79 francs CFA le kilowattheure. Et c'est d'ailleurs une observation très pertinente qui a été relevée par le chef de l'État par rapport au fait que le coût du kilowattheure est assez abordable et c'est une piste complémentaire qui nous encourage à aller vers l'adoption des ouvrages de centrales solaires principalement. Une autre grande décision de ce Conseil des ministres est l'instauration du service civique pour les jeunes afin de leur inculquer la discipline et les valeurs civiques. Ce projet va démarrer dans un premier temps par une phase pilote. Le service civique comprend un ensemble d'actions tendant à encourager la population dans toute sa diversité, principalement les jeunes, avec pour objectif de renforcer la cohésion sociale. Une phase pilote de ce dispositif aura lieu dans le dernier trimestre 2018 à Korogo, au siège de l'Union régionale des sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, URECOSI, avec un échantillon de 216 jeunes qui seront sélectionnés dans les 108 départements du pays. Le Conseil a en outre donné son accord à la visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette,
Du vendredi 26 au dimanche 28 octobre et la participation du président de la République à la conférence du G20 en Allemagne du 29 octobre au 2 novembre. Cette information pour poursuivre, élection couplée en Côte d'Ivoire après les résultats, les candidats et listes de candidats à l'élection des conseillers régionaux et municipaux du 13 octobre dernier disposaient d'un délai de 5 jours francs à compter donc de la date de la proclamation des résultats pour déposer leur dossier de contestation. Eh bien, le délai a expiré aujourd'hui même, mercredi 24 octobre, cela depuis 20 heures. Une fiction qui traite en particulier du phénomène des microbes. Ces jeunes enfants en désaccord avec la loi dont les crimes violents sèment la terreur dans la ville d'Abidjan. La série a été présentée hier 23 octobre au cinéma Majestic. C'était en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de quelques membres du gouvernement, également de plusieurs personnalités du monde du cinéma et de la culture. Notez que la série sera diffusée sur nos écrans le 29 octobre prochain. Le reportage de Gabriel Zani. Invisible pose la problématique des enfants délinquants, ces enfants en conflit avec la loi. La série fait le récit de la vie de Chaka, un jeune adolescent de 13 ans devenu délinquant sous le poids de la précarité. J'ai pu découvrir tous les grands acteurs, j'ai tourné avec eux, je suis fier de moi. Fier de révéler l'invisible, de lever le voile sur des faits de société d'une complexité inouïe. Une audace pour Alex Ogou, réalisateur de la fiction. J'espère que la série va permettre de nous interroger, chacun, entre parents, entre voisins. Parce qu'au final, la société nous appartient en fait. C'est nous qui la faisons. Ce n'est pas un État qui fait la société. Et cette série est vraiment là pour ça, pour renouer le dialogue en fait. Il parle de sa fiction à la fin de la présentation du premier épisode diffusé en cinéma le 23 octobre devant Dominique Ouattara, la première dame, accompagnée de quelques membres du gouvernement et des visages bien connus de la culture et des médias. J'ai été particulièrement émue et même bouleversée par le réalisme et l'émotion qu'il y a dans cette série et qui est vraiment faite en Côte d'Ivoire et qui a été tournée de façon magistrale. J'ai félicité d'ailleurs le réalisateur, M. Alex Ogou, et les jeunes, les moins jeunes qui avaient tourné dans ce film. Et je suis très fière parce que c'est une série ivoirienne. Une avant-première de la série télévisée Invisible qui invite à s'interroger sur les complexités sociales. On se dit au niveau je pense, de l'État qu'il faut travailler encore plus pour qu'il y ait moins de pauvreté et qu'il faut surtout essayer de venir à bout de ce phénomène qui est un problème difficile, pas simple. Voilà, je crois que ça interpelle tout le monde, l'État mais aussi les parents. Comment un enfant se désolidarise-t-il des codes sociaux et devient microbe? C'est en 10 épisodes de 52 minutes qu'il faudra le découvrir sur les écrans le 29 octobre prochain. Reportage signé Gabriel Zani. Le Conseil économique et social change officiellement de dénomination et devient Conseil économique, social, environnemental et culturel. À cet effet, les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles ont adopté une loi organique ce mercredi à l'Assemblée nationale. C'est avec Kolo Koulibaly qu'on en parle. C'est la Constitution du 8 novembre 2016 qui consacre l'extension des attributions du Conseil économique et social. Cette institution va désormais examiner les questions liées à l'environnement et à la culture. L'institution a vu son domaine de compétences élargi au niveau de l'environnement et de la culture. Donc on parle maintenant d'un Conseil économique, social, environnemental et culturel. Les attributions, du moins les modalités de saisine, ont été également élargies parce qu'aujourd'hui le président du Sénat peut saisir le Conseil économique, social, environnemental et culturel qui est devenu, il faut le reconnaître, un outil de promotion du dialogue entre cette institution et la société civile et les collectivités locales. Sur 43, 26 membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles étaient présents. 25 ont voté pour, contre une abstention. Pour les députés, le Conseil économique, social, environnemental et culturel va connaître une nouvelle impulsion. Dans le monde économique actuel, les questions environnementales sont importantes. Il fallait
que la structure de conseil pour l'exécutif et le Parlement, qui est le Conseil économique et social actuel, puisse également adresser ces questions fondamentales qui concernent l'écologie, l'environnement. Les pays qui sont passés d'ailleurs, les premiers pays d'Afrique, c'est grâce à l'industrie culturelle. Le projet de loi adopté en commission passera ensuite en plénière. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel, c'est 120 membres. Le président est nommé par le chef de l'État pour 5 ans, les autres membres pour un mandat d'1 an renouvelable. Actuellement, l'institution est dirigée par Charles Kofi Dibi. Grand Bassam, la cité balnéaire a connu des troubles après la proclamation des résultats des élections couplées du 13 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Toute chose qui empiète sur la tenue de l'événement culturel de la région, la Bissa. Eh bien, pour tenter d'apaiser les esprits, le ministre de la Culture de la francophonie, Maurice Kouakou Bandama, s'était rendu sur place. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. En attendant un bilan officiel, les témoignages font état de plusieurs blessés. Suite aux violences liées aux contestations des résultats des élections municipales du 13 octobre dernier, la cohésion sociale a été fragilisée à Grand Bassam. Il y a eu des blessés, il y a eu des blessés graves même. Et puis bon, avec le palais a été attaqué, saccagé, vous avez vu la place d'Abissa, beaucoup de dégâts. Cet espace n'a jamais été souillé de toute ma vie. On a consulté des gens qui nous demandent de faire des purifications avant et surtout d'apaiser les cœurs avant une célébration. Mais il faut penser aussi que la Bissa est contenue dans un laps de temps. Le plus souvent, c'est fin octobre et puis ça finit en début novembre. Soucieux de la paix sociale à Grand Bassam, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le gouvernement de Côte d'Ivoire y a dépêché le ministre de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandama a rencontré le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle. L'essentiel de son message a porté sur le dialogue entre frères et la préservation de l'identité culturelle relative à la Bissa. Je suis venu dire à nos parents de Grand Bassam, aux supporters des candidats, qu'on doit se mettre ensemble pour protéger notre patrimoine, pour protéger la Bissa, pour protéger la ville historique. Sensibles au message du gouvernement, les chefs coutumiers et les jeunes s'engagent pour le retour de la paix à Grand Bassam. Nous sommes prêts à accepter la réconciliation et accepter aussi le pardon. L'Apollo, c'est un homme qui a su toujours régler ses problèmes dans la paix, pour que le respect même de nos coutumes demeure. L'édition 2018 de la Bissa aura-t-elle lieu ou pas? Difficile de donner une réponse, mais pour l'heure, des rencontres d'apaisement se tiennent et il y a des raisons d'espérer au vu des différentes démarches. Voilà, vivement donc le retour de la paix à Grand Bassam pour que vive la Bissa 2018. Je vous fais lecture de ce communiqué pour poursuivre. Le Burida est à nouveau l'objet d'une crise entre les artistes. Un groupe dénonce la gestion de la direction alors qu'un collectif relève les performances réalisées par la dite direction. Face à cette situation, l'inspection générale d'État a commandité un audit du Burida conduit techniquement par l'un des plus grands cabinets nationaux implantés dans notre pays. Le gouvernement attend les conclusions de cet audit pour prendre les décisions nécessaires. Dans l'attente donc de ces résultats, le ministre de la Culture, de la Francophonie invite les parties prenantes à faire preuve de retenue et de responsabilité. Et on parle économie. Le numérique pourrait jouer un rôle important dans la mobilisation de ressources internes pour soutenir le financement des politiques de développement de nos pays africains. En Côte d'Ivoire, ce sont près de 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA qui circulent chaque jour à travers le mobile money. En Guinée équatoriale, l'heure est à l'informatisation. Quant au Kenya, c'est la digitalisation qui prend le pas pour donc élargir l'assiette fiscale. Expérience croisée sur l'économie numérique. Et c'est avec Adama Kone. Réunion, assemblée générale, conférence, audience, les formats sont divers aux assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods.
Au cours d'une conférence de presse, le ministre de l'économie et des finances est monté au créneau pour porter à la connaissance des experts l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'usage du digital dans la mobilisation des ressources locales. Le volume moyen des transactions financières journalières par mobile money est estimé à 30 millions de dollars en 2017 contre 22 millions de dollars en 2016. Le mobile money permet de porter de 21% à 53% le niveau d'inclusion financière de la population ivoirienne en général et de 43 à 75% le niveau d'inclusion financière de la population active. La Côte d'Ivoire donc a procédé à la digitalisation du processus de déclaration des paiements des impôts et taxes en ligne. La première phase donc de ce processus, qui a démarré l'année dernière, a permis donc à fin juin de collecter environ 43 millions de dollars US à fin avril 2017. La mobilisation des ressources domestiques, une nécessité pour le continent africain. Les besoins de financement s'évaluent à 170 milliards de dollars par an et le gap est estimé à 108 milliards de dollars. Des réformes s'imposent pour une meilleure numérisation de l'économie. Depuis 2013, nous avons adopté une nouvelle législation sur la TVA. La loi sur les recettes douanières a aussi été mise en place. Nous élargissons l'assiette fiscale et la dernière action est l'impôt sur le revenu, ainsi que l'automatisation du dédouanement. Si le Kenya et la Côte d'Ivoire sont en phase d'expansion, en ce qui concerne la numérisation, la Guinée équatoriale doit faire face à la mise en place d'un dispositif de base. Le numérique, je reconnais, ce n'est pas au niveau embryonnaire, mais que nous ne sommes pas encore très bien outillés. Nous sommes en train de renforcer la capacité. C'est pour cela que nous avons fait appel à certains partenaires, des bailleurs de fonds, notamment la Banque africaine de développement et la Banque mondiale pour nous aider dans ce sens. Relever le niveau des recettes intérieures par la digitalisation implique par ailleurs un système de sécurité contre la cybercriminalité et des réformes fiscales appropriées. Gestion des finances publiques. Le gouvernement ivoirien a décidé d'actualiser la liste des entreprises d'État bénéficiaires des ressources publiques, cela afin de mieux maîtriser ses dépenses. Les agents du Trésor, ceux de l'Institut national des statistiques et de la direction du budget étaient réunis hier mardi à Grand-Bassam, justement pour s'imprégner des outils de classification de ces entreprises et autres administrations concernées. On fait le point avec l'Anciné Bakayoko. Cette formation permettra de donner aux apprenants composés essentiellement d'agents du Trésor les outils solides afin d'identifier l'ensemble des entités publiques qui doivent intégrer le champ de la position nette du gouvernement ou PNG. La PNG est un concept de l'analyse monétaire qui permet de saisir la résultante entre les dépôts effectués par le gouvernement dans les banques et les facilités que le secteur bancaire lui a consenties. En d'autres termes, il s'agit de créances nettes du gouvernement sur le système bancaire. En ligne de mire, les établissements publics à caractère industriel et commercial EPIC, les sociétés d'État ainsi que les sociétés d'économie mixte. Il est donc question de sectoriser et d'actualiser la liste des entités concernées en s'appuyant sur ce nouveau critère afin de permettre à l'État de disposer d'une liste à la fois fiable et exhaustive. Disposer d'une liste irréprochable des entités entrant dans le champ de la PNG, classer secteur par secteur et maîtriser la véritable situation des engagements financiers de l'État vis-à-vis du système bancaire, un gage de fiabilité des statistiques des finances publiques, tout comme de gestion efficiente du tableau des opérations financières de l'État. Un certain nombre d'établissements ne seront pas pris en compte dans le champ du tableau des opérations financières de l'État. Cela ne signifie pas qu'ils ne seront plus financés par l'État. Mais le financement de l'État qui est fait à ces structures-là est considéré comme un financement qui ne peut pas obérer les capacités de financement futures de l'État. Le but ultime de toutes ces réformes des finances publiques est de capter tous les avoirs de l'État en vue d'une meilleure orientation de l'action publique, en particulier de la politique d'endettement du gouvernement.
La Banque africaine de développement a approuvé un nouveau projet, un nouveau prêt donc de financement pour le projet de transport urbain à Abidjan. Il s'élève à 329 millions d'euros, soit 215,8 milliards de francs CFA. C'est un prêt complémentaire qui devrait permettre de transformer 88 kilomètres de voies menacées de saturation en autoroute urbaine et cela va permettre également d'améliorer la fluidité routière dans nos villes. C'est ce que nous rapporte Jean-Louis Gbangbo. C'est le second volet de l'assistance financière que la Banque africaine de développement a décidé d'apporter à l'opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan. Cet appui supplémentaire de 215,8 milliards de francs CFA va permettre de transformer 88 km de voies menacées de saturation en autoroutes urbaines. Il s'agit des routes de Dabou, section entre Yopougon et le carrefour de Jacquesville, et d'Adzopé entre Yopougon et Thomasé. Le périphérique d'Abidjan appelé Rocade Y4 va également être aménagé, le boulevard Latry prolongé et dédoublé, le feu tricolore de 90 carrefours devront être réhabilités et un système intelligent de contrôle du trafic installé. Une première tranche du prêt de la banque d'un montant de 155,8 milliards de francs CFA avait été approuvée en décembre 2016 pour financer les travaux du 4e port d'Abidjan reliant Yopougon au plateau. Au total, ce sont 371,9 milliards de francs CFA que la BAD apporte comme assistance financière à la première opération du schéma directeur des transports urbains du Grand Abidjan, soit 74% du coût total. La contrepartie du gouvernement ivoirien, elle, s'établit à 17%. Des chutes récurrentes de véhicules du pont général de Gaulle. Le préfet d'Abidjan s'emploie à trouver une solution à cette situation de plus en plus inquiétante. La toute dernière, c'est cette fourgonnette qui a plongé dans la lagune Ébrié le 4 octobre dernier, causant la mort de 2 de ses occupants. Le préfet d'Abidjan a entrepris hier une visite sur les lieux pour voir de plus près les failles. On en parle avec Christian Dago et Salimata Dia. Contrôler l'état des véhicules, mettre en place des panneaux de signalisation et des radars permanents sur le pont Charles de Gaulle. Telles sont les mesures de sécurité arrêtées par Vincent Toby-Irié, préfet de la ville d'Abidjan, à l'issue d'une rencontre avec les différents responsables civils et militaires à la préfecture d'Abidjan. La délégation conduite par le préfet s'est rendue sur le pont de Gaulle en vue de constater les réparations en cours suite à l'accident du 4 octobre dernier qui avait entraîné la chute d'une fourgonnette dans la lagune Ébrié, faisant 2 morts. Pour éviter ce genre de drame, le préfet a appelé les automobilistes à faire preuve de prudence et à veiller au bon fonctionnement de leurs véhicules. Nous sommes là pour faire l'état des lieux, faire des recommandations, mais également appeler tous les usagers de la route à de la prudence, notamment en cet endroit précis. Il apparaît qu'il y a certaines mesures à prendre, notamment le respect des limitations de vitesse dans les virages. Il y a la nécessité de revoir l'état des véhicules. Il y a la nécessité d'appliquer les consignes de prudence données par les différents ministères, notamment le ministère des Transports. Et il y a lieu, d'une façon générale, de faire attention quand on aborde ce virage. Il y a aussi des améliorations à apporter sur les balises de sécurité que vous voyez là. Depuis le début de l'année, c'est le 2e accident de ce genre enregistré sur le pont Charles de Gaulle. Voilà le préfet d'Abidjan qui s'emploie donc à trouver une solution à cette situation de plus en plus inquiétante à Abidjan. On poursuit en images, 37e conférence internationale sur le caoutchouc naturel. En marge de l'événement, une soixantaine de participants visitent les champs de Pakédi, c'est dans les environs de Dabou, à une demi-heure donc d'Abidjan. Il s'agit pour ses partenaires de s'imprégner des réalités de la filière EVA en Côte d'Ivoire. En plus donc de l'usine des plantations de Pakédier, ils ont découvert des femmes seigneurs d'EVA. Et on poursuit en images avec ce qui aurait pu causer d'autres morts. Hier à Yopougon, un immeuble en construction s'est effondré aux alentours de 19h, non loin du carrefour Saint-Pierre-Marie, c'est au quartier Maroc. 4 habitations au bas de l'immeuble ont été totalement détruites. Fort heureusement, les sapeurs-pompiers militaires présents sur les lieux n'ont enregistré aucune perte en vie humaine.
Désordre dans le secteur de l'habitat, anarchie totale, certainement à l'origine de ces effondrements de bâtiments à n'en point finir. Eh bien, le Conseil national de l'ordre des architectes de Côte d'Ivoire dénonce ce fait et a décidé de mettre de l'ordre, cela avec le soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et c'est avec Serge Coléa qu'on fait le point. Abidjan, zone florissante en matière de construction. Chaque jour, des immeubles sortent de terre. Ce boom immobilier échappe malheureusement au contrôle des architectes, ceux-là même à qui la loi demande de veiller à la qualité des constructions et au respect des paysages naturels ou urbains. Les défauts que nous constatons sont impensables. Les gens qui dépensent des millions pour acheter des maisons, des villas, avec ce nombre inqualifiable de défauts, ce n'est pas normal. Ce mercredi 23 octobre, un immeuble en construction à Yopougon, quartier Maroc, s'est écroulé. Une situation désormais courante à Abidjan qui vient confirmer les propos des architectes agréés. Si nous sommes dans le cadre d'un chantier, ce que nous recommandons à l'usager et à la population, c'est de vérifier qu'il y ait bien un panneau de chantier. Et s'il y a un panneau de chantier, il faut qu'il y ait le nom de l'architecte local. Si vous ne voyez pas le nom d'un architecte local, c'est qu'il y a un problème. Cabinets illégaux, chantiers dépourvus d'architectes, clients grugés, autant de pratiques qui créent selon cette organisation un véritable désordre urbain. Nous allons entamer bientôt des procédures et qui vont avoir par la suite des sanctions qui peuvent aller de l'amende à l'emprisonnement pour usurpation de titres et pour exercice illégal de la profession. Avec le soutien du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, les architectes agréés entendent traquer les usurpateurs. Il s'agira d'assurer une police professionnelle pour que les vrais architectes puissent exercer et bénéficier au moins de 10% de la commande publique. Et on poursuit en images dans le cadre des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Une rencontre des autorités administratives frontalières entre les deux pays se tient en ce moment à Odiéné. Il est question d'abord de renforcer les relations de coopération administrative et frontalière entre les deux pays, également d'aboutir à long terme à la matérialisation de la frontière entre les deux pays. L'actualité internationale nous conduit ce soir au Mexique, au Mali et en Guinée. C'est dans le quartier de Cossack qu'un homme de 18 ans a été tué par balle. En marge de la manifestation interdite, Cellou Dalein Diallo, leader du parti UFDG, a indiqué que sa voiture avait été visée par un tir qui a endommagé son pare-brise. Par cette mobilisation, l'opposition guinéenne dénonce les conditions d'installation des conseils communaux. 4 personnes, dont un membre de la Commission électorale nationale indépendante malienne, ont été blessées lors d'une cohue au siège de l'institution à Bamako, au lendemain de la suspension du président de la Commission, Amadou Ba, et de son questeur, Béfon Cissé. Les 2 hommes auraient touché les indemnités des membres de la CENI de Kidal, à Caille, pour payer le reliquat du prix d'un véhicule, mettant ainsi la CENI dans un état de cessation de paiement. Dans l'ouest du Mexique, les États de Sinaloa et de Nayarit, placés en alerte, ont été atteints par l'ouragan Vila. Les habitants des zones à haut risque ont été évacués. Des militaires sont déployés pour intervenir en cas d'importants dégâts. En septembre et octobre, au moins 26 personnes ont péri à cause des fortes pluies dans les États de Sinaloa, Michoacán, à Oaxaca. Voilà le point de Soro Oudjantelehe dans un commentaire de Herman Guivet qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.